Plusieurs personnes n'arrivent pas à allier à la fois vie professionnelle, vie sociale et vie familiale et subissent au travail un stress, ce qu'on appelle le burn-out professionnel. Aujourd'hui, nous en parlerons. Quelles en sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelle est l'implication de l'entreprise? Et ce que devrait faire l'entrepreneur ou l'employeur? Tout cela, ça sera dans cette émission. À tout de suite. Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Santé. Désormais, nous vous retrouvons tous les jeudis au lieu des vendredis. Et aujourd'hui, nous parlons du burn-out. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épuisement au travail, mais quoi encore? Nous en saurons plus avec notre invité, notre spécialiste aujourd'hui qui est psychiatre. Il s'agit du docteur Sanogo Ismaël. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors docteur, on va aller directement. On parle aujourd'hui du burn-out. J'ai dit dès l'entame de l'émission le burn-out professionnel. Est-ce que c'est une erreur de dire le burn-out professionnel? Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. En fait, le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, psychique et mental qui est lié à un environnement professionnel épuisant. C'est un processus survenant à la suite d'une accumulation de stress, d'un état de mal-être qui s'est fait sur le temps. Et on a un recours répété à des mécanismes adaptatifs qui doivent nous permettre de lutter contre le stress ambiant. Burn-out ici est un verbe qui signifie s'épuiser. S'épuiser, mais c'est un anglicisme, c'est un mot qui a été emprunté de la langue anglaise qui nous amène à être un meilleur moyen pour nous de traduire l'état des travailleurs qui sont écrasés par le poids du stress, des responsabilités et des tâches au sein du travail. Très bien. Voilà. Docteur, après cette définition, je voudrais maintenant savoir si le burn-out concerne tous les corps de métier. Oui, le burn-out concerne tous les corps de métier, surtout les corps de métier où on a un état où les travailleurs subissent une certaine pression. Voilà. Le contraire du burn-out dans mes recherches, c'est dans la définition du burn-out, je dis il y a l'épuisement au travail, mais l'épuisement au travail, comme il y a un excès de travail ou bien un défaut de tâches? C'est beaucoup plus un excès de travail, beaucoup plus un excès de travail et une exposition à une certaine pression, à une certaine charge au sein du travail. Voilà. Très bien. Souvent, il y a des maladies qu'on trouve en Occident et qu'on ne trouve pas forcément en Afrique et vice-versa. Je voudrais savoir, docteur, si le burn-out est très récurrent ou bien récurrent en Afrique. Oui, le burn-out est récurrent en Afrique. Il faut dire que le problème des Africains depuis très longtemps, les Africains ne verbalisent pas leurs problèmes. Et quand on traverse une situation... C'est étonnant de dire que le burn-out est présent en Afrique. Étonnant pourquoi? Parce qu'on sait que l'Africain, dans la tradition, est quelqu'un qui travaille, est un travailleur, les champs, tout ça. Donc, on ne se plaint jamais d'un excès de travail. Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est que l'Africain travaille beaucoup, mais de manière culturelle, l'Africain ne verbalise pas, il ne parle pas de ses problèmes. Okay. Ce qui est différent de l'Européen qui dès qu'il a un souci, il court expliquer soit à un psy, soit à un ami, mais il verbalise beaucoup. Ce qui n'est pas le cas. Et depuis un certain moment, avec le phénomène d'urbanisation, le phénomène où il y a vraiment les Africains côtoient les Européens, on a de plus en plus cette tendance-là à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire ce qu'on ressent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au cours de nos consultations, on a beaucoup de personnes qui essaient d'exprimer les pressions qu'ils traversent au sein de leur entreprise. Est-ce que ce n'est pas être paresseux que de dire qu'on on a le burn-out, voilà? Non, ce n'est pas être paresseux, parce que celui qui est paresseux, il traduit un état. Mais le burn-out ici, c'est vrai que c'est la traduction d'un état, mais c'est un état où nous voyons véritablement l'implication sur le rendement de l'individu. Parce que quand l'individu est sous le burn-out, il a une baisse de la productivité et une baisse du rendement au travail.
Voilà. Très bien, docteur. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous suivez bien Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous parlons du burn-out professionnel, parce qu'il y a aussi le burn-out amoureux. Et ça sera dans un autre cadre que nous en parlerons. Docteur, on poursuit avec les questions. Je voudrais maintenant savoir, docteur, à quel moment apparaît le burn-out chez le travailleur? Généralement, le burn-out apparaît lorsqu'il y a une rupture d'équilibre entre l'individu, c'est-à-dire l'individu ou le travailleur, et les charges qu'il a au niveau du travail. Et généralement, cette rupture-là a une incidence. On a un déséquilibre qui peut se faire au détriment du travailleur et au profit des charges de travail. Donc, l'individu qui va être enclin à cette situation-là va se fatiguer dans un premier temps. Et un deuxième temps, il va s'épuiser. Il va s'épuiser parce que le déséquilibre se fait en faveur du travail, des tâches qui vont se faire. Donc, il y a une pression au niveau des tâches et l'individu va commencer à s'écrouler petit à petit. Et donc, il va foncer droit vers les boulots au travail parce que ce sera le seul recours qu'il va avoir. Alors, va commencer petit à petit un autre élément qui est le stress. Il y aura aussi, après le stress... pourquoi? De produire, d'être productif ou bien de ne pas être productif? Le stress de ne pas être productif. Le stress de ne pas être productif parce qu'il y a une charge de travail et l'individu va vouloir faire beaucoup plus et il va se rendre compte qu'il ne peut pas faire assez. Quand on parle de charge de travail venant de qui? C'est l'individu qui demande qu'on lui donne beaucoup à faire ou bien c'est l'employeur qui lui donne beaucoup à faire? Vice-versa. Quelquefois, ça peut être l'entreprise qui lui donne beaucoup de charges ou l'individu qui veut montrer qu'il est compétent, qu'il peut accéder à certaines charges. Parce que généralement, dans le milieu du travail, on a tendance à gratifier ceux qui travaillent plus. Donc, un individu qui veut avoir de la promotion va être tenté à faire beaucoup plus par rapport à lui-même, ses propres capacités. Chaque fois qu'on donne un travail, il est prêt à avoir tous les travaux en même temps et il ne peut pas les faire. Il peut faire tous. Donc, il a, à un moment donné, plein de charges, mais qu'il ne peut pas, effectuer. Et dans ces cas-là, il va commencer à se fatiguer dans un premier temps, à s'épuiser. Et puis, vont s'ensuivre le stress. Il y aura un élément qui est la démotivation et le mal-être. Et donc, l'environnement extérieur va commencer à intervenir et sur le long terme. Si cet environnement est stable, alors cela va durer dans le temps. Mais si cet environnement n'est pas stable, l'individu qui va se rendre compte qu'à un moment donné, son corps va être manqué d'énergie et sa tête ou le cerveau va commencer à entrer petit à petit dans une paralysie. Une paralysie liée à un mal-être et puis une dissonance, c'est-à-dire qu'il veut bien, mais il ne peut pas. Voilà. Est-ce que le burn-out est une maladie mentale? Eu égard aux symptômes qu'on a, par exemple, quand on a un burn-out, on est stressé, on est angoissé. Et ça, ce sont des pathologies. Voilà, ce sont des pathologies. Ce n'est pas les symptômes même, mais ce sont des éléments qui sont en faveur du burn-out. Et donc, ces éléments-là nous amènent à dire que quand on fait un burn-out, on est angoissé. Et quand on est angoissé, on fait une pathologie mentale. Donc, généralement, il y a une nuance entre les deux. Donc, quand on fait un burn-out, c'est parce que c'est le stress qu'on ressent qui nous amène à être déprimé et à être angoissé. Voilà. Mais ce n'est pas une maladie mentale. Pas forcément une maladie. Pas forcément, ça peut devenir une maladie mentale sur du long terme. Voilà. Si l'individu n'arrive pas à gérer cet équilibre-là, il peut faire une maladie mentale. Voilà. Très bien, docteur. Lorsque j'ai demandé si c'était le stress était un symptôme, un signe du burn-out, vous avez dit pas vraiment. Bon, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Mais est-ce qu'on peut dire que le burn-out est asymptomatique? Non, le burn-out n'est pas asymptomatique. Le burn-out, généralement, on a 3 grands signes. Les 3 grands signes, on a la fatigue intense, on a une réaction émotionnelle excessive et puis on a un repli sur soi. Mais avant d'arriver à ces 3 signes-là, il y a un élément qui est majeur, c'est le burn-in. On a parlé de burn-out, mais il faut parler aussi du burn-in. Le burn-in entraîne le burn-out. C'est quoi le burn-in? Le burn-in, c'est généralement un état. C'est un état où l'individu est euphorique. Il rentre dans un état d'euphorie qui va l'entraîner plus tard à un état d'abattement. Je m'explique. L'état d'euphorie, c'est le fait que l'individu veuille tout faire.
il est heureux de faire, il prend beaucoup de travaux, il veut tout remplir en même temps. Il est un peu zélé, un excès. Donc, il est hyperactif. Donc, quand on arrive dans un bureau, on dit est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un faire une mission? Il est prêt à aller faire la mission. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un déposer il fait tous les métiers, toutes les tâches. Et il ne se rend pas compte que les tâches qu'il fournit vont prendre le pas sur son environnement familial, sur son repos, sur ses loisirs. Et petit à petit, il va basculer vers ce qu'on appelle une fatigue. Et cette fatigue-là va engendrer les autres conséquences qui sont le burn-out. Maintenant, dans ce burn-out-là, on a dit qu'on avait 3 symptômes. Les symptômes qu'on a, c'est dans un premier temps, c'est quoi? C'est la fatigue intense. La fatigue intense parce que l'individu, les vacances, même le repos, ne vont pas pouvoir le soulager. Quand il est au repos, il veut travailler. Quand il est au repos, pas forcément, mais c'est que quand il est au repos, il ne se repose pas en tant que tel. Parce que cette fatigue qu'il a, normalement, quand on est fatigué, on se repose. Quand on se réveille, on se rend compte qu'on s'est bien reposé. Mais dans ce cas type-là, même le repos ne résout pas son problème. Quand il se repose, après son repos, il se rend compte qu'il est toujours fatigué. Voilà. Et donc, cette fatigue intense-là va entraîner des insomnies. Or, on avait dit une fois au cours d'une émission que quand on dort, le sommeil est réparateur. Chez lui, il a des insomnies et même le sommeil n'est pas réparateur pour lui. Et malgré tout ça, vous dites que ce n'est pas une maladie mentale? Non, ce n'est pas une maladie mentale. Et la maladie mentale ici, elle n'aboutit que lorsqu'elle a une conséquence. Donc, après la fatigue intense, on a des réactions émotionnelles qui sont excessives. On a par exemple un individu qui va se mettre là à être excessif dans tout ce qu'il fait. Du point de vue émotionnel, il peut avoir des crises de larmes, il peut avoir des coups, des sauts d'humeur, il peut avoir vous voyez dans un bureau quelqu'un, il est toujours là, pour peu, il se met à pleurer, pour peu, il a des sauts d'humeur, il change d'humeur. Quelquefois, vous allez le voir, il a une grosse colère. Pour rien, il se met en colère, c'est parce qu'il est fatigué. Et on débouche après la fatigue intense et les réactions émotionnelles excessives, on arrive à un phénomène qui est le repli sur soi. L'individu commence à ne plus avoir confiance en lui-même. L'estime de lui-même commence à manquer. Donc, on a un manque d'estime de soi et un manque de confiance. Voilà les symptômes de burn-out. Vraiment, c'est très compliqué. Je voudrais savoir maintenant, docteur, chez le travailleur qui subit le burn-out, est-ce qu'il se sait dans cette situation ou pas? On peut répondre soit par l'affirmative, soit par la négative. De prime abord, si c'est la première fois qu'il rencontre qu'il est en face à cette situation, il peut ne pas le savoir. Parce que pour lui, travailler beaucoup est gratifiant. Pour lui, rendre facile le service au travail est gratifiant pour lui. Il ne sait pas qu'il va petit à petit s'épuiser. Mais s'il a déjà fait cet épisode-là et qu'on lui a dit, quand ça commence à venir, il se rend compte qu'il plonge directement vers le burn-out. Donc, à l'affirmative, c'est qu'il ne sait pas. À la négative, c'est que petit à petit, le fait d'avoir déjà eu recours à ce burn-out, il peut être enclin à dire qu'il fait un burn-out. Voilà. Très bien, docteur. On a parlé jusque-là du travailleur qui vit la situation du burn-out. Oui. On va maintenant parler de l'employeur. Un employeur qui a une telle personne dans son entreprise, c'est bon ou c'est mauvais? Une personne qui aime le travail. Et puis avant ça, je voudrais savoir si une personne qui est dans cette situation, qui subit le burn-out, est-ce que cette personne a du mal à déléguer? En fait, le véritable souci, c'est que quand on fait un burn-out, c'est parce qu'on ne veut pas, on veut faire toutes les tâches. Donc on ne veut pas déléguer. Voilà, donc celui qui fait un burn-out et celui qui est hyperactif, dans un premier temps, on a parlé du burn-in, celui qui est hyperactif, il veut faire toutes les tâches seul. Donc il ne délègue pas ses pouvoirs. Or, il faut qu'il délègue. S'il ne délègue pas, il va arriver à une notion de fatigabilité. Voilà. Et pour le travailleur, pour l'employeur, pardon, la question c'était quel risque pour l'employeur? Ou bien il n'y a pas de risque? S'il y a des risques, il y a des risques pour l'employé, il y a des risques pour l'employeur. Les risques pour l'employé, c'est... Il y a plus d'avantages pour l'employeur que de risques. Au début, il y a des avantages, beaucoup plus d'avantages pour l'employeur. C'est de voir quelqu'un qui est productif.
mais à long terme, il va s'épuiser. Et s'il s'épuise, il y aura une baisse du rendement. Et donc, il faut aussi que l'employeur reconnaisse que il y a peut-être une surexploitation de l'individu qui ne sait pas qu'il est en train d'être surexploité. Parce que lui, il veut avoir une attitude gratifiante vis-à-vis de son employeur. Lui, et l'employeur, il veut avoir des chiffres. Donc, il mise dessus, mais à terme, il risque d'avoir un employé qui sera limité et qui ne pourra plus travailler. Donc, il y aura une augmentation de la production au début qui va finir par baisser et une baisse de rendement. Voilà. Donc là, c'est la responsabilité de l'employeur. Quelle devrait être dans ce cas-là la responsabilité de l'employeur? Est-ce qu'on peut prévenir ou pas? On peut prévenir le burn-out. Pour moi, pour ma part, on peut prévenir le burn-out. On peut prévenir le burn-out quand l'employeur, par exemple, met l'individu dans des conditions. Quelles sont les conditions dans lesquelles il doit les mettre? Dans un premier temps, il faut amener à l'individu, il faut amener l'individu à reconnaître qu'il a des soucis. Il a des soucis. Et dans ce cas, il faut le mettre dans des situations où il sera dans un environnement gratifiant. Il sera dans un environnement gratifiant. Et deuxième élément, l'employeur lui-même doit demander à l'individu d'apprendre à déléguer ses tâches. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à dire non. Oui, il faut apprendre à dire non. Est-ce qu'il faut obliger aussi certains travailleurs à prendre des vacances? Il faut les obliger. Naturellement, on donne... Dans toute entreprise, il y a des repos, il y a des vacances. Mais il y a des travailleurs qui refusent. Non, il faut leur donner le repos. Parce que normalement, la direction des ressources humaines doit veiller à cela, veiller à ce que les individus aient un temps de repos. Il faut qu'ils aient un temps obligatoire. Il faut qu'ils aient un temps de repos obligatoire pour permettre de compenser certaines tâches. Voilà. Et ensuite, il faut savoir... Quand on a dit qu'il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à déléguer, il faut que l'individu aussi apprenne à lui-même à se prémunir. Voilà, apprenne à se prémunir. Et puis, il faut arriver à travailler dans un environnement qui est sain. Surtout, se donner un temps de repos entre différentes tâches. C'est-à-dire que si vous avez 5 tâches à faire dans la journée, entre 2 tâches, il faut se donner un temps de repos. Mais repos, si on est dans une société, par exemple une entreprise où il n'y a pas de salle de repos, on se repose comment, docteur? On peut se reposer. Reposer, c'est pas se coucher. Reposer, c'est arrêter son activité et penser à autre chose. Pendant 5 minutes, on peut arrêter son activité et penser à autre chose. Voilà. Étant assis dans la même chaise, dans le même fauteuil, on peut se lever, se dégourdir et puis revenir. Ça, il faut s'imposer cela. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable, souhaitable de proposer aux employeurs d'avoir des cadres de loisirs au sein même de l'entreprise? Oui, de plus en plus, ce qu'on rencontre, c'est que les entreprises font des sorties détente. Ils font des sorties détente au sein des entreprises pour permettre aux individus de pouvoir s'égayer, de pouvoir discuter, de pouvoir sortir de leur gond parce qu'on se rend compte qu'ils sont beaucoup comprimés, beaucoup oppressés. Donc, il faut permettre ces initiatives-là qui sont vraiment salvatrices. Très bien, docteur. On a parlé de comment prévenir l'épuisement au travail, de ce que devrait être de la responsabilité de l'entreprise, de l'employeur. Et est-ce qu'on pourrait aussi parler de la responsabilité même du travailleur? Oui, la responsabilité du travailleur, elle est très grande. Elle est très grande parce que les travailleurs doivent savoir que son corps n'est pas une machine. Et même la machine, à un moment donné, elle se repose. On la met au repos. Donc, l'humain doit savoir qu'il doit se mettre au repos à certains moments. Donc, il faut que l'individu arrive à intégrer cela. Auquel cas, on risque d'avoir des risques qui peuvent être sociaux, sanitaires et professionnels. Très bien. Docteur, nous sommes pratiquement à la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé du burn-out et nous avons eu beaucoup d'informations avec docteur Sanogo Ismaël, qui est psychiatre. Docteur, pratiquement où nous tendons à la fin, je voudrais que vous puissiez laisser le dernier message tant aux entreprises, aux patrons et aux employés eux-mêmes. Le mot de fin serait serait plutôt vis-à-vis un mot qui serait adressé aux employeurs. Il faut faire de telle sorte que le burn-out soit inscrit sur le tableau des maladies professionnelles, ce qui ne l'est pas. De telle sorte que si le burn-out, on constate qu'un individu a un burn-out,
cela va engager la responsabilité de l'entreprise et le patient pourra bénéficier par exemple de soins appropriés. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, c'est vrai qu'on est à la fin déjà, c'est que comme c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, ce n'est pas pris en charge. Ce n'est pas pris en charge. Le burn-out n'est pas pris en charge, c'est de la responsabilité de l'individu qui va se soigner lui-même. Il se soigne, c'est vrai que c'est aux frais de l'entreprise, mais normalement, quand c'est une maladie professionnelle, l'individu est indemnisé. Or, dans ce cas du burn-out, l'individu n'est pas indemnisé parce que le burn-out n'est pas inscrit sur le tableau des maladies professionnelles. Or, c'est une maladie professionnelle selon les spécialistes. Donc, actuellement, il faut que la bataille se fasse à ce niveau-là pour essayer de voir tout ce qui est prescription légale pour inscrire le burn-out sur la liste des maladies professionnelles. Nous croyons que beaucoup de chefs d'entreprise regardent cette émission et nous osons croire que cela vous parle et que vous agirez dans ce sens-là afin que le burn-out chez vous soit reconnu comme une maladie professionnelle. C'est ici que prend fin notre émission. Nous avions reçu sur le plateau le docteur Sanogo Ismaël et nous avons parlé aujourd'hui du burn-out. Nous vous retrouvons le jeudi prochain. Merci de continuer à suivre les programmes de Business 24 Africa.